Bienvenue dans ce débat Faire croiser. C'est Matin d'Éden que vous suivez chez vous et autour de vous. Si c'est maintenant que vous nous avez rejoints, eh bien, vous démarrez avec nous le débat Faire croiser qui aborde la veille citoyenne à l'épreuve de la rupture. Oui, intitulé ainsi parce que la société civile, vous l'avez constaté, depuis l'avènement du régime de la rupture, s'est vue sollicitée autrement, d'une manière ou d'une autre, à travers plusieurs de ces acteurs que je ne me mettrai pas ici à citer. Vous les connaissez aussi mieux que moi. Eh bien, depuis cette, je dirais, cette proximité de l'exécutif avec certains membres, certains ténors de la société civile, eh bien, les détracteurs ont eu, je dirais, du grain à leur moulin, ont eu des arguments fiables pour désormais cribler, pour critiquer, pour dresser leur réquisitoire contre cette société que d'autres se permettent même de qualifier de civile et non civile. Alors, pour faire l'exercice ce matin, je vous l'ai dit à l'entame de Matin d'Éden, c'est bien Monsieur Julien Oussou, il est coordonnateur national de WANEP Bénin. En face de lui, Fréjus Seulan, journaliste à la rédaction de Eden Télévision et Diaspora FM. Monsieur Oussou, bonjour. Bonjour, monsieur Rami, bonjour, chers téléspectateurs de Eden TV. Et merci de votre disponibilité. Merci d'avoir bravé la pluie. Fréjus Seulan, bonjour. Bonjour Loïs Davray. Et bienvenue chez vous. De Eden TV. Bienvenue chez vous. Merci. Alors, on va démarrer l'exercice avec Monsieur Oussou Julien, coordonnateur WANEP. Vous avez suivi l'actualité depuis l'installation, depuis l'avènement du régime de la rupture. Vous avez constaté que la société civile à laquelle vous appartenez, que vous animez d'une manière ou d'une autre, je dirais bien au travers votre association, votre réseau WANEP, s'est vu d'une manière ou d'une autre sollicité, même si c'est pas le WANEP spécialement qui a été sollicité, d'autres ténors, d'autres cadres, pas des moindres, ça il faut le préciser, ont été sollicités par le régime en place. Alors, devrait-il accepter cette sollicitation? Là est la question, pas la première, rassurez-vous. La toute première est celle-ci, Julien Oussou. Quelle devrait d'abord être la veille citoyenne? Quelle forme devrait-elle prendre, la veille citoyenne? Merci beaucoup. Merci pour l'invitation, merci pour la question. Vous voyez, c'est peut-être là tout le danger que nous courons en tentant d'analyser la veille citoyenne, comme si elle devrait s'exécuter d'une certaine manière et rien que de cette manière-là. Vous voyez, le thème, on peut bien dire que la veille citoyenne avait bien été à l'épreuve du changement, à l'épreuve de la refondation. Et donc, à chaque système en face, parce que vous veillez sur un système, vous veillez sur, disons, les actions publiques. Donc, à chaque système en place, à chaque mandat en place et en face, on doit nécessairement travailler à adapter, qu'on le veuille ou non, le dispositif, les actions, les initiatives, compte tenu des actions en face, compte tenu des acteurs en face. Et donc, il faut se rendre compte de ce que les armes et les outils, les moyens, les techniques qui ont marché sous le changement, ce serait pas juste de penser ou de continuer à penser que les mêmes vont marcher sous la refondation, les mêmes vont marcher sous la rupture. Les acteurs ne sont pas les mêmes. Et en plus de cela, il faut aussi continuer à penser que, alors, les acteurs de la société civile devaient rester indéboulonnables à leur position, aux mêmes positions depuis l'indépendance jusqu'à la nuit. Ce n'est pas possible. Et donc, il faut aussi souhaiter qu'il y ait du renouvellement au niveau de cette classe-là, ce qui est normal. En tant qu'acteur de la société civile sur les questions de gouvernance, je fais la promotion de l'alternance et je demande aux chefs d'État de quitter et de laisser d'autres venir. Si on le dit et que nous-mêmes, on reste figés sur les positions et que c'est les mêmes qui vont rester, quelque part, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Donc, chaque lutte, chaque acteur en face détermine les outils que vous mettez, détermine aussi les difficultés que les acteurs de la société civile auront. Et là, sous la rupture, il faut l'avouer, nous avons des défis, nous avons des difficultés, mais ça va, c'est dans l'ordre normal de toute lutte qu'on mène face à des gens qui veulent aussi, par moment,
ne pas faire prospérer les luttes que vous menez. Si je vous comprends bien. Donc la veille citoyenne ne doit pas avoir une forme figée. Elle peut se voir modifiée. Voilà, parce que c'est comme une réaction à l'action que pose l'autre. Et donc ça dépend de quelle forme d'action on pose en face de vous en tant qu'acteur de l'action publique. Et ça demande aussi à quelle forme de réaction celui qui est en face de vous est réceptif. Comment il réagit. S'il ne vous écoute pas, vous n'allez pas vous mettre à aller faire des conférences de presse comme quelqu'un qui est émeu ou qui est, disons, secoué par votre simple conférence de presse. Et donc, de toutes les façons, c'est par rapport à l'acteur en face que vous réadaptez, disons, vos outils, vos moyens de lutte. Sans ça, vous serez en train de faire les mêmes choses, mais vous n'aurez pas les mêmes résultats. Frère Seblan, oui, le risque d'avoir. Vous l'appréhendez, vous, de la même manière, la veille citoyenne? J'épouse parfaitement tout ce qui vient d'être dit. Je vais aborder une autre facette. Vous avez dit à l'entame de cette émission que certains considèrent la société civile comme une société civile. Ce que je voudrais noter, c'est qu'il y a cette confusion. Les gens font parfois dans l'ignorance en pensant que la société civile, c'est telle personne. C'est peut-être Fonac, c'est peut-être Waneb Benin, mais c'est pas ça. La société civile, c'est tout le monde. La société civile, c'est vous, c'est moi. La veille citoyenne, c'est ce que vous pouvez faire, à vous, à votre niveau, pour contribuer à la bonne gouvernance, pour contribuer à la consolidation de la démocratie. Si vous comptez sur les autres comme veille citoyenne, c'est erroné. Parce que quand, par exemple... Dans l'inconscient collectif c'est pourquoi il faut replacer l'envers à l'endroit pour dire aux citoyens que la société civile, c'est d'abord le citoyen. Parce que vous voyez aujourd'hui, il y a la route des pêches qui est en construction. Tout de suite, déjà, les caniveaux sont bouchés. La veille citoyenne voudrait que lorsque un citoyen aperçoit un autre voulant bourrer ces caniveaux-là, qu'il puisse lui dire mais attention, c'est pas possible, qu'il puisse dénoncer cela. C'est ça la veille citoyenne, c'est pas autre chose. Et on peut dire que notre pays n'a pas une société civile, elle a une société civile très active. La presse aussi fait partie de la société civile. Vous n'êtes pas sans savoir. L'activisme, l'activité, les voix discordantes, ce qui se fait dans la presse pour avoir l'équilibre. Donc tous les partenaires sont constitutifs de cette société. Vous voyez des associations comme SOS Civisme, Waneb Benin, Alcré et autres, Fonac, Alcré de moins en moins peut-être, qui œuvrent toujours à faire la veille citoyenne pour la bonne gouvernance, pour ce que vous savez. Il y a quelques jours, l'ANC et autres, on a parlé de surfacturation au niveau d'un ministère et autres. Là, c'est la veille citoyenne, ça se poursuit. Et même la Constitution béninoise donne pouvoir à chaque citoyen, à travers l'article 122, si je me trompe, de saisir la Cour constitutionnelle pour vérifier la constitutionnalité des lois, pour se prononcer sur la procédure dont vous, citoyens, nous tous, nous pouvons saisir cette Cour-là, qui, dans un délai de 30 jours, doit répondre favorablement et dire ce qui est. Donc, nous avons une société civile active. Maintenant, il faut une large adhésion. Il faut expliquer aux populations qui doivent adhérer massivement, que la veille citoyenne, c'est d'abord eux, la société civile, c'est d'abord eux. Quand vous venez aller faire votre passeport, quand vous voulez obtenir un papier, et dès que vous venez, vous-même, vous sortez un billet pour dire, je veux ça aujourd'hui, demain. Vous ne contribuez pas à la veille citoyenne, vous ne contribuez pas à la bonne gouvernance. Vous favorisez la corruption et vous favorisez un État voyou. Donc c'est cela. Ça commence d'abord par le citoyen. Il faut l'éducation là pour le dire aux citoyens. Et c'est vrai, comme M. Julien Oussou l'a dit, cette propension, cette attitude à faire la veille citoyenne n'arrange pas forcément ceux qui sont là, parce que eux, ils sont dans une dynamique. Ils ne voient pas la chose de la même manière que vous. C'est ainsi que la société civile est parfois tassée de quitter son chien, de se mêler de la chose politique. Mais ce n'est pas ça. Donc, les gouvernants, parfois, ne vous laisseront pas aisément faire votre veille citoyenne comme il le faut. C'est à vous de trouver les tactiques, les moyens pour continuer à faire cette veille citoyenne. Et c'est là que je pose parfaitement l'idée. Il faut que, face à une action, les réactions soient différentes. Sous le régime Yahi, vous avez vu, les grèves marchaient, on menaçait, le régime reculait. Sous ce régime, ça n'a pas été le cas. Ça montre que les syndicats, qui font aussi partie de la société civile, doivent trouver d'autres moyens de pression pour pouvoir assurer cette veille citoyenne-là. C'est ce que je peux dire. Alors, Julien Oussou, quelles sont les armes, les instruments, les outils dont dispose la société civile pour cette veille? Alors, vous savez, d'abord dans une république, il faut se rendre compte de ce que
Parce que ici, au Bénin, nous avons une situation où la classe politique de l'opposition n'est pas si active. Au point où tout le monde consent à espérer que la société civile, les acteurs de la société civile viennent, disons, répondre quand il y a du silence de l'opposition. Et donc, à nos corps défendants, par le passé, nous avons été obligés de faire ça. Mais de plus en plus, on se rend compte que est-ce qu'il faut continuer par faire ça? Parce que nous n'en avons même pas les moyens. Ça, il faut l'avoir, nous n'en avons pas les moyens. Le débat sur comment on arrive à faire en sorte que les acteurs de la société puissent aussi accéder aux moyens est un débat sur la place publique. Et donc, pour dire, ce dont nous savons et ce dont nous sommes conscients et nous sommes sûrs, c'est que de toutes les façons, les organes de la société civile ne peuvent rien s'il n'y a pas, disons, de l'accès à l'information publique. Et ça, nous continuons de le chanter, de le dire un peu partout. L'accès à l'information publique, c'est d'abord que le citoyen puisse comprendre comment est-ce que les affaires sont gérées. Et de savoir, est-ce que les affaires sont gérées par rapport aux règles établies, par rapport aux principes internationaux. Et donc, il faut arriver à avoir l'accès à l'information. Et vous savez, vous êtes dans le secteur des médias, vous savez combien de fois il est difficile, disons, d'obtenir de l'information publique dans notre pays-là. La dernière fois, j'entendais quelqu'un saisir la mairie d'Abomey-Calavi pour demander de l'information sur, quand j'ai entendu de l'information sur ceux qui ont soumissionné et obtenu ou non des marchés publics les 3 dernières années. Ça, ce n'est pas une information à cacher, ça. On dit ceux qui ont soumissionné. Mais la mairie estime qu'il faut d'autres autorisations avant de libérer ça. Vous imaginez? Alors que ça peut susciter de la réflexion pour améliorer ou pour dire sur ça, ainsi de suite. Donc, bref, c'est un élément important. Et après, comme je dis, c'est de l'organisation et l'organisation n'en manque pas. Vous voyez, quelqu'un a dit, c'est mon ami Serlan, qu'on voit de moins en moins certains acteurs de la politique, de la société civile, pardon. Oui, parce que on continue de les espérer avec les mêmes armes par le passé. Avant, c'était des points de presse, c'était. Cette année, ou depuis sous ce mandat, il est plus difficile d'obtenir des types d'informations que les acteurs de la société civile, comme obtenaient par le passé. Au ANLC ou l'OLC obtenait par le passé. Moi, j'ai été étonné d'entendre c'était à la radio, sur une radio, que Jean-Baptiste Hilliard disait, il y a beaucoup de choses qui se disent, mais qu'il demande qu'on lui dise avec précision, c'est tel marché qui a été passé, et que lui, il ira sortir les dossiers. Parce que, et donc, au finish, il ne faut plus continuer par espérer que les mêmes moyens soient utilisés. Moi, aujourd'hui, je suis tranquille. Si vous me demandez de faire une conférence de presse, face à ce régime, je dirais, ça n'a pas d'effet. Et donc, il ne faut pas continuer par utiliser les mêmes moyens. Mais il y a d'autres moyens qui ont plus d'effet. Et donc, qu'on les a. En termes de prendre des positions sur un certain nombre de choses, de chercher à comprendre un certain nombre de choses, d'interpeller les acteurs directement, de les dénoncer, de mettre sur la place publique, disons, de l'information qu'il faut mettre, et de soutenir tous les autres acteurs qui essayent. Et c'est ça, de soutenir tous les autres. Vous voyez, un citoyen environnementaliste, on m'a dit, il passe sur le 3e pont, ou le pont de Ganri, l'ancien pont. Et il remarque qu'il y a des défectuosités. Il fait la photo, un directeur a été obligé de descendre sur le terrain. C'est ça. Et tout citoyen peut faire ça. De son domaine, lui, il est environnementaliste. Je ne peux pas, moi, faire ça, parce que je ne suis pas spécialiste de cette matière-là. C'est-à-dire que chaque citoyen, dans son domaine, dans son profil spécifique, est capable d'aider à ce travail-là, avant que les organisations, les groupes organisés ne viennent faire de l'appui en cela. Et c'est essentiel. À l'intérieur, disons, de ces structures qui gèrent les affaires publiques, il y a des citoyens qui sont là-bas, qui sont capables de donner l'information pour nous permettre d'être informés. Ce n'est que quand vous êtes informé, et vous êtes informé que les choses se passent de mal, pas comme elles devaient se passer, que vous êtes indigné. Et c'est cela qui vous active pour pouvoir agir sur le terrain, dans l'objectif que tout ça soit amélioré. Donc, les âmes existent, les mêmes âmes existent, mais il faut les réadapter. Et nous sommes en train de les réadapter. Et nous utilisons les moyens que nous... Prenons l'exemple, le tout dernier qui est sur la place publique, de l'organe de presse, la Nouvelle Tribune. Oui. C'est son rôle d'arriver à avoir un son différent du son général que tout le monde a, qui fait qu'en tant qu'organe, il subit ce qu'il subit là. Nous, on traquait déjà le fait que l'on soit en train, disons, de lui faire du redressement fiscal. Et nous avons dit,
c'est anormal. Parce que dans les promesses électorales que nous traquons, il est dit qu'on va défiscaliser la presse. Dans le même temps, on ne peut pas redresser de cette façon-là. Si tout le monde ne veut pas défiscaliser, autant ne pas harceler sur ces matières-là. Maintenant, aujourd'hui, un président décide de le suspendre jusqu'à... Vous voyez un peu? Donc chacun on en arrive au pire. Chacun subit dans sa petite portion, d'accord, disons les revers, les travers de ceux qui gèrent les institutions de contre-pouvoir, gèrent les affaires publiques, et c'est cela. Effectivement, comme dans tout régime, et le régime qu'on aura après la rupture, la veille citoyenne sera toujours à l'épreuve des acteurs qui animent ces régimes-là. Parce qu'il y en a qui sont plus réceptifs à ce que nous disons, il y en a qui sont très peu réceptifs, très fermés. Oui. Et aujourd'hui, comme je dis, si vous regardez, vous allez vous rendre compte que ce régime, voilà, sur certains aspects, ne considère pas vraiment que les autres aussi ont une contribution à pouvoir donner. C'est bien à propos de la prochaine question que je m'en vais vous poser, et tant à vous qu'à Fréjus Séoulan. Faisons maintenant l'état des lieux. L'état des lieux de la veille citoyenne sous la rupture. Julien Oussou. Vous savez, de mon point de vue, oui, il faut continuer toujours par, disons, reconnaître tout le défi que continuent de relever, les défis que continuent de relever les acteurs de la société civile, les citoyens lambda de plus en plus, et beaucoup plus en ce moment les citoyens lambda, du fait des facilités que nous offrent les réseaux sociaux, les médias sociaux, sur lesquels tout citoyen est capable, hormis tout ce qui est intoxication, tout ce qui est fausse information qui circule, travaille à cela. Mais il faut se rendre compte de ce qu'il y a une chose qui peut encourager l'acteur de la société civile quand il est dans la veille citoyenne, de se rendre compte que le gouvernant qui est à la manette est réceptif. Je pense qu'il n'y a pas meilleur moyen de donner écho aux luttes des acteurs de la société civile. Mais de plus en plus, on peut se rendre compte de ce que, à l'étape d'aujourd'hui, sous la rupture, on a en face, qu'on le veuille ou non, et beaucoup d'acteurs vont vous le confirmer, on a en face des gens qui pensent qu'ils ont la maîtrise et la maîtrise totale des questions et des sujets, qui n'ont pas beaucoup à tirer des acteurs de la société civile, qui ne sont même pas capables de reconnaître les efforts que les acteurs de la société civile sont en train de faire sur le terrain, qui peinent à donner la main ou à impliquer ou à solliciter les réflexions des acteurs comme cela se doit. Et ça, c'est dommage parce qu'ils sont dans le droit de penser ainsi, de faire ainsi, mais ils sont en train de perdre, disons, des contributions que pourraient apporter les acteurs, disons, organisés de la société civile. Mais au demeurant, cela ne veut pas dire que les acteurs ont baissé les bras. Moi, je connais l'organisation que je coordonne. Nous continuons de faire des initiatives. Quand vous arrivez dans une situation comme ça, ce qui arrive le plus souvent, et c'est peut-être ça, ce qui arrive le plus souvent, c'est que les acteurs s'investissent de moins en moins dans le contrôle des actions de la gouvernance. C'est-à-dire que dans le contrôle de la gouvernance. Parce qu'en face, il y a des acteurs qui résistent à la critique, qui résistent à donner la place qu'il faut aux critiques qui viennent. Et donc, les acteurs vont beaucoup plus aller investir vers le social. Donc, dans les formations des acteurs à la base, sur la santé, sur l'éducation, et ainsi de suite. Si vous allez de ce côté-là, vous allez vous rendre compte que beaucoup de choses sont en train de se passer. Vous voyez, tout récemment, il y a un dossier qui a été appelé au Parlement, mais qui est en train qui a été retiré du Parlement. Le dossier sur le pauvre, les questions de semences et autres. Ça, c'est des actions réussies de la veille citoyenne. Et il faut rendre hommage aux acteurs, disons, du monde agricole, synergie paysanne, la convergence et autres, qui ont pu permettre au pays, disons, de prendre le temps de réfléchir sur ces questions-là. Donc, fondamentalement, il y a du travail qui est fait. Il se peut que, et il se pourrait que l'on arrive à la conclusion que on pourrait avoir mieux. Au regard des acteurs que nous avons maintenant à la manette, on pourrait avoir mieux. On pourrait avoir plus de contributions de la société civile. C'est peut-être ça qui fait que, de part et d'autre, les gens estiment que ça ne nous a pas donné le bon qualitatif qu'on espérait, disons, à l'avènement
disons, de cette mandature ou de ce régime. Oui. Outre sa proximité avec l'exécutif Fréjus Seaulan, vous allez réagir bien évidemment par rapport à ce que vient de dire Julien Oussou. La proximité de la société civile avec l'exécutif, pensez-vous qu'elle est plus éprouvée sous la rupture que par le passé? Oui, je vais répondre à cette question à la fin. État des lieux, la société civile, je disais plutôt que la société civile, c'est un ensemble. Ce n'est pas certaines associations, certaines organisations. Ce sont les syndicats, c'est la presse, c'est Alcré, c'est WANEP, etc., etc. Maintenant, on ne peut pas faire un état des lieux général. Je crois qu'on pourrait aller secteur, pas secteur, parti, pas parti de la société civile. Quand vous prenez la presse, par exemple, dans les années 2003-2004, le Bénin était le 25e pays qui respectait la liberté de la presse et était premier au plan africain. De la décennie 2006-2016, le pays a dégringolé. Et davantage a dégringolé de 2016 à maintenant. C'est-à-dire qu'il y a un véritable problème au niveau de cette société civile, de la presse. Et le premier problème déjà, il faut l'avouer, il faut le dire, c'est les contrats, les cadrages. Quand vous prenez un média qui a un contrat avec X ou Y, par exemple, ce média n'est plus forcément libre de ses actions. Vous avez vu, Vincent Folli a parlé il y a quelque temps de ce que son contrat a été rompu avec le gouvernement parce que avec ce contrat, il continue à avoir une certaine liberté de ton. Et donc, la conséquence, on l'a vu. Et pareil, il y a certains médias qui forcément auront des contrats avec d'autres organisations autres que le gouvernement. Et s'ils ne respectent pas ce contrat, il y aura rupture de contrat. Donc, vous voyez, il y a une bipolarisation de sorte que la presse, maintenant, il y a deux camps. Il y a un camp qui supporte X et un camp qui supporte Y. Donc, le rôle premier de la presse a été négligé. Ce rôle de la veille a été négligé. Et on passe de l'information à la communication. Donc, en ce sens, la presse a chuté. L'état des lieux de la veille citoyenne au niveau de la presse a chuté. Par ce que je viens d'expliquer. Maintenant aussi, il y a les sources d'information parce que dans ce lot, il faut reconnaître le mérite de ces médias-là qui, contre vents et marées, continuent à rester dans leur botte, droit dans leur botte et à faire ce que recommande le journaliste. Il y a de ces médias qui le font. Maintenant, eux sont confrontés au problème de source à l'information et de moyens. Parce que vous faites de la veille citoyenne, il faut faire des enquêtes, vous faites des investigations. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il faut des moyens. Combien de médias aujourd'hui ont un budget pour les investigations? Pardon, sur 10, on n'en aura pas 3. Il n'y a pas assez d'investigation. C'est quand il y a des projets avec Oziwa, avec X et Y, qu'on arrive à avoir des productions. C'est vrai, il y a des jeunes médias qui s'investissent aujourd'hui, mais les moyens manquent fondamentalement. Il y a le problème de l'accès aux sources d'information. De l'accès aux sources d'information. On n'a pas assez. Et c'est là que le Code de l'information 2015 a péché un peu. Parce qu'on devait dire... Tant un média, un citoyen qui veut avoir accès aux sources d'information, quand il y a blocage, on doit pouvoir punir celui qui bloque l'accès à ces sources-là. Parce que c'est un droit constitutionnel. Comme c'est le cas dans les pays développés. Comme c'est le cas dans les pays développés. Aux États-Unis, par exemple. Vous n'êtes pas savoir ici que pour mener des investigations, on a appelé, on a déposé des courriers et jamais on n'a été reçu. Moi-même, je suis allé déposer, par exemple, un courrier à la Caisse nationale de sécurité sociale pour savoir qu'en est-il, quel est l'état de la maison. J'ai appelé des gens à discuter, m'a dit déposer le dossier, on a déposé. J'ai appelé CEICO pour qu'il m'aide un peu, on a fait les choses. Mais jamais on n'a été reçu. C'est pareil. Comment voulez-vous qu'on puisse faire des investigations dans ce sens? C'est impossible. Et les gens vous nous accusent à tort, à raison. Ils ne font pas d'investigation, ils ne font pas rien. Ce sont les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Voilà pour la presse. Pour les autres associations de la société civile, il y a une organisation, WANEP, si je me trompe, qui a fait talon-maître récemment. Vous avez vu? Présimètre, je vois, pour analyser les actions du chef de l'État, les promesses réalisées. Il y a de l'activisme à ce niveau. Mais dans le même temps, il y a d'autres organisations qu'on voyait plus actives dans le passé, et ce n'est plus le cas. M. Julien Oussou l'a fait observer quand il y a des actions de type X, il y a des réactions de type Y, c'est pas forcément que rien n'est fait, mais on ne l'aperçoit pas. Toujours est-il qu'il y a des organisations qui continuent de faire la veille citoyenne, mais d'autres moins. Maintenant, quand on prend les citoyens, la veille citoyenne est active au niveau des citoyens, de par les réseaux sociaux.
Aujourd'hui, sur WhatsApp, il suffit qu'un policier fasse quelque chose dans la rue devant un citoyen, il suffit qu'une situation se pose, chape, quelqu'un prend son appareil, prend la photo, balance, et puis ça devient un problème national et tout le monde s'en mêle. On a parlé du pont, le DG est descendu. Quand il y avait l'échange de Godomain, le DG est descendu. Ça oblige les acteurs à répondre. Quand il y a ce tollé-là sur les réseaux sociaux, ça oblige les acteurs à répondre. Donc les citoyens ont ce mérite-là d'être très actifs sur les réseaux sociaux, même si vous constatez avec moi qu'il y a d'autres qui sont dans des schémas inavoués, qui sont là, prêts à répondre aux critiques. Quand vous envoyez tout de suite une remarque, c'est comme si eux, ils sont là, commis pour vous détruire, pour vous décourager en même temps. Il y a cette guerre qui se mène sur les réseaux sociaux. Je suis tenté de faire usage d'une répétition redondante. C'est activisme actif sur les réseaux sociaux. Voilà. On aurait voulu, on aurait bien aimé l'avoir. Je venais là. C'est pourquoi il faut inviter les citoyens aussi à être, parce que on semble faire de la veille citoyenne seulement sur les réseaux sociaux. Il faut faire cette veille aussi sur le terrain. Vous voyez l'association des consommateurs de Robert Akombessi qui s'échine, qui peine à mener des actions. Mais quand le monsieur dit descendons dans la rue pour montrer notre désapprobation, j'ai été surpris à l'Étoile Rouge de voir une trentaine de personnes quand il s'est agi de la lutte contre les ISM en ce temps pour dénoncer. Cette veille citoyenne n'a vu qu'une trentaine de personnes. Oui. Parce qu'on pense que c'est sa lutte. Voilà. On pense que Robert Akombessi fait sa lutte. Tous la situation. On pense qu'il fait cette lutte pour lui-même. Pour lui. Nous vivons tous la situation. C'est une lutte nationale, c'est un combat quand commun. La personne demande, venez dans la rue, parce que c'est une pression forte de voir 1000, 2000, 5000 personnes dans la rue pour dire non à l'inauguration. Ah mais, ils réfléchissent, ils reculent. Mais quand tout le monde, unanimement, vous voyez 100 000 personnes sur une page, crier oh, tel réseau, tel vous êtes des voleurs, venez, on va montrer notre désapprobation, vous voyez 30 personnes. Oui. Ce n'est pas la veille citoyenne. Il faut que le citoyen puisse, il me faut 500 000 francs avant d'être dans la rue. Laissez ça parce que à terme, c'est pour notre bien-être. Quand il y a une situation, on dit, descendez dans la rue, ce n'est pas pour casser, ce n'est pas pour le vandalisme. Une marche pacifique, tranquille, pour dire, je ne suis pas d'accord. Et là, ça marche. Oui, il faut dire aussi que la corruption plombe aussi cet activisme, parce que vous avez dit que peut-être sur les pages et autres, c'est bien animé, mais dans la rue, on retrouve une trentaine de personnes. Oui, pourquoi? Parce que le lot, enfin, les membres virtuels qui partagent les idéaux, par exemple, de Robert Akombessi sur Internet, ont peut-être été approchés. Une bonne partie aurait peut-être été approchée, peut-être la veille et autres, voilà, par tel camp. Ne le suivez pas, voilà, faites blocage, faites... Donc, en résumé, l'état des lieux de la société civile, c'est pas reluisant, mais quelque chose se fait et on peut obtenir meilleur. Et c'est notre devoir à tous de contribuer à ce que la veille citoyenne, la société civile soit plus active pour le bonheur de tous. Julien Oussou, vous voulez réagir? Oui. Non, je suis totalement d'accord. Vous voyez, je prends le cas que vous venez d'évoquer. Imaginez qu'il ait besoin demain de faire une action publique. Il va résister à utiliser l'approche descendre sur le terrain. Parce qu'il en a fait l'expérience. Et là, il y a un moment où vous allez voir, le même va appeler et les gens vont descendre. Parce que là, ils auraient déjà senti dans leur chair, disons, le phénomène. Et donc, il faut réadapter les moyens de lutte. Sinon, c'est vous-même qui allez vous décourager. C'est essentiel ça. Et comme on dit, la question de la proximité, la question de la proximité, je pense qu'il faut la prendre aussi avec beaucoup de précautions. Vous savez, les acteurs dont on parle aujourd'hui sont des acteurs qui se retrouvent dans des instances qui existent avant même que la rupture ne vienne. C'est des instances qu'on était appelés à animer. Il se fait que c'est, disons, la plupart des ténors, qu'on le veuille ou non. Mais vous voyez, je prends le cas du Bénin. Cette proximité a refroidi plus d'un et nourrit davantage les suspicions. Justement parce que les supputations. Le Béninois est comme ça. Le Béninois estime toujours que vous n'êtes pas capable de, disons, de faire preuve d'ingratitude face à quelqu'un qui, s'il vous demande, alors que dans ces instances-là, tout le monde sait comment ça fonctionne. Vous connaissez des dossiers, c'est vrai que vous avez le droit de réserve, vous n'allez pas, mais quand même c'est très bien pour ces acteurs qui vont là-bas. Ce qui est intéressant que beaucoup ne voient pas, imaginez des acteurs qui opèrent dans ces instances, dans ces commissions de régulation des marchés publics, dès qu'ils vont finir là-bas et qu'ils viendront nous aider pour monter, disons, des dispositifs
de contrôle ou de lutte contre la corruption dans le marché public, vous imaginez l'expérience qu'ils vont nous amener à capitaliser pour nos futurs projets de lutte contre la corruption dans les marchés publics. C'est ça l'essentiel aussi. On peut rester de l'extérieur et critiquer, mais on n'aura jamais les vraies armes pour combattre, tel que ça se passe à l'intérieur. Donc c'est essentiel. Seulement, est-ce que l'individu qui va revenir à la société au sein de ces instances est resté fidèle à nos, disons, directives, à nos principes? Et c'est sur ça que moi je voudrais entendre le débat dit, tel qui allait là-bas, désormais, on a entendu qu'il a pris de l'argent. C'est ça le vrai débat. Au niveau de ces instances, par exemple, il y a l'ancienne présidente de Ouané Béné, elle y est, Mme Fatoumata Bouatakos-Soussou, parce qu'elle a été désignée. Mais vous savez, elle était même en fin de mandat au niveau de Ouané, parce que l'alternance doit aussi s'opérer au niveau des organisations civiles. Donc, elle était en fin de mandat. Elle part là-bas. C'est un autre président qui est là maintenant. Mais les gens continuent toujours, disons, d'espérer que ce soit les mêmes qui restent du matin au soir. On voudrait que d'autres viennent. On voudrait que d'autres acteurs se dégagent, se rendent disponibles pour faire ce combat-là. Parce qu'il n'est pas facile. Il est bénévole. Il est épuisant. Vous imaginez, vous êtes là à guetter les actions des autres. Et vous réagissez dessus pour qu'ils puissent faire mieux. C'est vrai que vous avez dit que l'expression de cette veille citoyenne s'adapte au temps, au régime, mais vous savez, quand on suit, quand on prend l'exemple du président de l'ONG Alcré, qui reste un des cadres, un des ténors les plus visibles, pour ne pas dire les plus bouillants, les plus actifs sur le terrain, dans l'animation de la vie de la société civile. Quand on constate qu'après un bon nombre de mois de cette proximité, qu'on ne le sent plus, que Alcré ne monte plus au créneau. C'est vrai, Alcré, ce n'est plus le président Maté Assoba de Alcré. C'est désormais un cadre de X structure d'État. Maintenant, quand on le sent plus rendre compte, comme il en a l'habitude, comme il en a la bonne habitude, par le passé, eh bien, l'autre frange de cette même société commence à se poser de questions. Parce que quand je prends le citoyen ordinaire qui n'a pas le capital intellectuel que Julien Oussou, il commence à se poser des questions. Alcré ne se tait-il pas parce qu'il a trouvé son compte? Ça, ce n'est que le cas Alcré que je prends pour donner un exemple. Et c'est l'inquiétude, c'est l'inquiétude que partage une bonne partie de cette population que vous connaissez n'a pas, je l'ai dit, un fort capital intellectuel. Nous sommes à dominante analphabète. Et il faille adapter aussi la lutte à cette réalité, Julien Oussou. Vous savez, nous autres qui sommes relativement jeunes par rapport à Alcré ou autres, et beaucoup d'autres jeunes pensent que c'est dans l'ordre normal des choses que les anciens quittent l'échiquier, que de nouvelles personnes viennent pour développer aussi leurs capacités. Et Maté Assoba, voilà vraiment une référence en la matière. Ah oui. Et beaucoup ici le savent. Il prend de l'âge, qu'on le veut ou non. Il a des balles dans le corps. Et vous savez, et tout ça, qu'on le veut ou non, vous limite. Et donc, il ne faut plus pas continuer par penser qu'il est éternel et qu'il va continuer par faire avec la même vivacité que par le passé. C'est comme même être méchant envers lui. C'est de ses propres frères qu'il va faire des soins hors du pays pour se tenir en état. Et donc là, continuer par espérer de lui encore une présence comme il le faisait par le passé, c'est vouloir le pousser vers la tombe. C'est pas. Et jusqu'aujourd'hui, personne n'est arrivé à lui dire voilà ce qui s'est passé pour qu'on soit arrivé. Il a toujours dit, il attend vous tirer dessus. Et donc, il attend jusque-là des explications. Qu'est-ce que la nation lui donne en retour pour espérer qu'il soit toujours là? Mais comme je vous dis, c'est bien de le dire, c'est bien de l'expliquer. De l'expliquer. Je suis totalement d'accord avec vous. Aujourd'hui, il est dans une instance pour apprendre davantage sur comment la chose se pratique. Et ça, il faut voir ce côté positif-là. Et de plus en plus, ces instances ont les règles, et les règles disent qu'ils ne peuvent pas parler au nom, sur les questions qui sont à leur niveau. C'est comme un juge aussi, sur des questions. Et donc, mais tout ça va aider nécessairement à concevoir des outils, des approches pour traquer davantage. Il y a une obligation de réserve. Oui, obligation de réserve, vous le dites. Et donc, pour moi, fondamentalement, le combat se mène. De nouvelles personnes sont en train d'affiner leurs armes pour faire le combat. Par le passé,
on avait cette facilité que les régimes antérieurs avaient une certaine légèreté dans la gestion des choses et donc les données nous venaient un peu partout. Ici, il y a comme l'impression, la perception que c'est beaucoup plus fin, même si on le fait, c'est beaucoup plus fin. Et donc beaucoup plus de difficultés à tomber sur. Tout ça sortira, qu'on le veut ou non, tout ça sortira, il n'y a rien ne reste caché sous les cieux, comme on dit. Mais rigoureusement, nous continuons de regarder le combat de la société civile comme un combat où on doit utiliser les mêmes armes, les mêmes individus. C'est pas vrai. Moi, j'aborderai les questions de corruption sur lesquelles s'est positionné Martin Sogua depuis des lustres. Je l'aborderai peut-être différemment que Martin Sogua. C'est de voir, est-ce que le contexte, est-ce que les armes que j'utilise, est-ce que les résultats que j'obtiens permettent de dire que le combat est en train d'être fait, mais de ne pas rester calé sur... Parce que c'est des gens qui vont faire leur temps, qui vont passer, et de nouvelles personnes vont... Il y a d'autres organisations, disons, de consommateurs qui sont en train de faire aussi leurs armes. Tout ça, c'est pour quand même que le travail soit fait sur le terrain. Et je me dis, le plus important, et ceux qui nous aident vraiment, c'est les médias. En donnant écho, disons, à tout ce que nous disons, à tout ce que nous faisons, malgré les critiques. Effectivement, sur les réseaux sociaux et dans les couloirs, il y en a qui sont mobilisés, motivés pour ne faire que, disons, empêcher les autres de faire de la veille citoyenne. Donc, certains sont pour la veille citoyenne et donc d'autres sont pour l'ombrage, c'est-à-dire que mettre de l'ombre sur l'action que les autres font. C'est dommage que des citoyens soient arrivés à comprendre que c'est ça leur rôle dans une cité, dans une nation. Leur rôle, c'est d'empêcher que les autres puissent faire le contrôle de l'action publique. C'est dangereux. La confiance n'exclut pas le contrôle. Le citoyen a déjà fait confiance en octroyant son suffrage pour que l'acteur, le gouvernant, soit là en train de gouverner. Et il décide de contrôler pour s'assurer que le mandat qu'il a donné est bien exécuté. Et il y a certains qui pensent que leur rôle dans la nation, c'est de l'empêcher de faire ce contrôle-là. On se demande où se situe la fibre citoyenne patriotique en eux. Ils pensent qu'ils sont patriotes, mais ils servent des intérêts. Et donc, c'est ceux-là que nous tentons maintenant de combattre pour dire ce n'est pas ça ce qu'ils devaient faire dans une nation. Au contraire, c'est en informant que le citoyen même prend conscience de ce qu'il a ce rôle à jouer. Parce que le développement au finish va être aussi bénéfique pour le citoyen lambda que pour le gouvernant. Il sera moins sollicité pour des questions sociales. Si il traite le citoyen tout son compte. Mais aujourd'hui, c'est comme s'il préfère nous avoir, il préfère avoir le citoyen sous son contrôle. Et c'est dommage. Mais, comme je continue de dire, le combat de la veille citoyenne sous la rupture ne peut pas prospérer avec les armes que nous avons utilisées pour le combat de la veille citoyenne sous la refondation, sous le changement. C'est ce qu'il faudra comprendre. Les acteurs sont différents, leurs moyens d'action sont différents, leur réceptivité même, disons, à ce que nous disons, elle est différente. Et ils sont beaucoup plus armés à contredire, à envoyer, comme vous dites, entre griffes, des clébés, comme on a dit, pour attaquer tous ceux qui tentent de dire autre chose. Et donc, il faut concevoir de nouveaux moyens pour contrer ça. De nouvelles stratégies. De nouvelles stratégies. Je pense que c'est aussi cela, la portée de l'échange, de ces échanges de ce matin. C'est qu'au niveau de chaque état-major, au niveau de chaque organisation, au niveau de la presse, au niveau des autres structures, qu'on repense la lutte. Il y a le président de l'UPMB, Franck Poitimin, qui souhaitait par exemple qu'au niveau des médias, vous voyez le nombre de journaux que nous avons, le nombre de radios, le nombre de télé, même si les radios et télé ne sont pas beaucoup, le nombre de canaux, là, c'est pas négligeable. Si on pouvait se regrouper en de grands groupes de presse, ça ferait peur à celui qui est en face. Le président Poitimin a ce souhait-là de le voir, mais est-ce que les acteurs voudront? Parce que moi, je suis DP de mon journal, il est DP de son journal, chacun est patron chez soi. Est-ce que chacun voudra laisser un peu de sa responsabilité, de son autorité? Mais c'est à ça qu'il faut aller. Vous imaginez la Nouvelle Tribune, le matin libre, le matinal, 5 groupes fraternité ensemble, 5 médias ensemble, pour faire de la veille citoyenne, pour faire le journalisme, ce qu'ils peuvent faire comme investigation, le contrôle, mettre la main sur la plaie, contrôler le train qui arrive en retard, parce que le train qui arrive à l'heure n'intéresse personne. Vous voyez si ces médias pouvaient faire cela. Vous imaginez l'impact sur la société, mais dans l'individualisme, là, il est facile de vous diviser, de vous créer toutes sortes de problèmes avec ce qu'on voit là. Donc, il faut qu'au niveau de la presse, on réfléchisse à cela. Il faut réfléchir aussi à la solidarité. Vous voyez, aujourd'hui, on parle de la suppression de la Nouvelle Tribune. S'il y avait une solidarité agissante, on dit, lundi qui vient, c'est journée presse morte.
Ces journées presse mortes, aucune radio, aucune télé, aucun journal ne paraît. Ailleurs, tout au moins, un encas ou un titre serait consacré si on a à la cette une stratégie même de tous les quotidiens. C'est quelque chose pays. qu'on n'a jamais expérimenté déjà au Bénin, en tout cas à ma connaissance. Une presse morte, vous voyez, c'est à ces stratégies qu'on doit penser maintenant. Parce qu'il y a un problème. Si à l'international on voit que tous les médias béninois sont off, c'est qu'il y a un véritable problème. Et c'est une stratégie pour faire la veille citoyenne. Vous oubliez que cette presse ne pourra pas mourir à tous les endroits parce qu'il y a les contrats. Oui, c'est ce que je dis. Il y a l'essence que constituent les contrats. Et que cette presse qu'il faut. Ouais. Non, mais vous voyez, c'est ce que je dis. C'est le danger de ce que je dis. J'ai un contrat avec peut-être le gouvernement, peut-être avec l'opposition. Oui. Mais est-ce que c'est le gouvernement qui décide de la journée morte de mon journal? Oui, c'est pas dans le contrat. Vous avez obligation de parution. Non, pas en réel, ce truc-là. La stratégie de lutte, la politique, ça revient à la ligne éditoriale, ça revient aux différents acteurs. Si, entre nous déjà, on commence par concevoir qu'avec un contrat, il n'est pas possible de mener des actions pareilles. Vous voyez à quel point le contrat est dangereux pour les médias. C'est-à-dire qu'il faut même changer notre mentalité du contrat. C'est pas si dangereux que ça. C'est dangereux. C'est pas si dangereux que ça. C'est même criminel. Le contrat ne doit jamais nous empêcher de faire ce qui est juste, de dire ce qui est juste, de faire ce qui est normal. Parce que autrement, en faisant le contrat n'a jamais disposé d'un article qui exige de vous le contraire. Mais vous venez de dire tout de suite qu'il y a des contrats qui pourraient empêcher cela. Ce que je dis, vous ne direz pas le contraire. Vous ne direz pas le contraire. Maintenant, c'est ce qu'on conçoit, c'est ce qu'on accepte, c'est ce qu'on tolère entre nous. Parce que nous ne sommes pas assez forts, nous ne sommes pas assez dignes. Parce que le contrat ne doit jamais permettre ces compromissions, ce qu'on voit là. Vous voyez, on a vendu un peu de nos âmes dans ce métier. On a un contrat, il ne faut pas toucher telle personnalité, il ne faut pas faire tel débat, il ne faut pas faire X, il ne faut pas Y. Le contrat n'a jamais été imposé, c'est l'autre chose, c'est l'autre aspect que vous avez oublié. Le contrat ne vous a jamais dit de ne pas avoir une ligne éditoriale. C'est à vous. Quand vous faites un contrat, la personne amène sa communication, elle est publiée. Mais à côté, faites votre information. Le contrat ne doit pas, vous n'êtes pas une boîte de communication, vous êtes un média, s'il vous plaît. Le contrat n'a jamais dit le contraire, Fréjus Seoula. Alors, pour mettre un terme à ce débat, à faire croiser Julien Oussou, la toute dernière question qui revient encore je dirais, au sujet principal de proximité. C'est vrai, nous avons tenté de l'aborder, de vider cette proximité. Mais Julien Oussou, ne pensez-vous pas que la veille est plus délicate en tant que membre de l'instance qu'on est censé contrôler ou bien sur laquelle on est censé veiller qu'à l'extérieur? Moi, je pense aujourd'hui que c'est peut-être en infiltrant aujourd'hui le système qu'on aura les informations qui vont nous permettre de savoir qui s'amuse avec la gouvernance de notre pays. De mon point de vue, pour avoir expérimenté les 2 années passées, parce qu'il y a tellement de choses aujourd'hui, je veux savoir qui dit la vérité sur tout ça. Et donc, la proximité pour nous et ceux qui sont dedans, s'il n'y avait pas cette obligation de réserve, c'était un pain béni pour nous pour avoir de l'information sur ce qui se passe. Mais il se fait que cette test existait avant qu'il ne soit là-bas. Et donc, nous sommes bloqués. Mais nous espérons que tout ça va rejaillir après sur, je vais continuer de dire, sur nos planifications de stratégie pour agir. Et donc, c'est penser que celui-là qu'on a envoyé dans un organe, il devient un aliéné du moment où il est dans l'organe. C'est penser cela que de dire que ça va agir sur la veille. Vous savez, il y a aussi des aptitudes qu'on a quand on a des acteurs au niveau de ces secteurs-là. Et il faut se rendre compte aussi de ce que on peut apprécier quelque chose de l'extérieur. Mais cette appréciation va être différente d'une autre appréciation qu'on pourrait faire de l'intérieur ou avoir des acteurs qui pourront faire ça de l'intérieur. Ceux qui ont travaillé et ceux qui sont sur les questions de veille vont vous dire si vous êtes très bon en veille citoyenne ou vous avez des informations, c'est que vous avez des points focaux, des gens qui vous informent de l'intérieur. Sinon, je suis incapable, moi, ici, de savoir qu'est-ce qui est en train d'être signé au ministère
de l'économie et des finances. Alors que peut-être ça peut être un contrat qui va mettre en péril toute la nation, que je peux dénoncer. Mais il faut que quelqu'un de l'intérieur puisse m'informer. Mais quand on est dans un système où il y a cette peur de l'intérieur, les gens qui ont des rôles à tenir, des postes à tenir, des avantages à sauvegarder, il faut espérer que des acteurs courageux se retrouvent dans ce dispositif pour nous aider à l'étape actuelle. Ça peut ne pas être le cas avec un autre régime. Mais quand on est sous ce régime, c'est peut-être une des portes de sortie. Et donc, la proximité n'est pas si mauvaise. Essayons maintenant de voir les acteurs qui se retrouvent dans ces instances-là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et qui soit contraire à ce qu'ils devraient faire. Et dès qu'on aura ça, je veux dire en dehors du silence, parce que le silence, c'est une obligation des tests qui régissent les organes dans lesquels ils sont. Mais en plus de ça, on verra si on peut les aider à améliorer, disons, cette contribution à la veille. Donc la proximité profite même plus, enfin, bien exploitée. Elle doit profiter parce que sinon nous allons nous allons être qualifiés de ceux qui critiquent, mais dans l'incapacité, dans l'incompétence, sans pouvoir contribuer à quelque chose. Dans ce débat, il faut souligner quelque chose aussi. Vous l'avez dit, les acteurs ne sont pas éternels. Dès qu'ils quittent la société civile et se retrouvent dans d'autres organes, oui, ils ont l'obligation de réserve. Il faut quand même que la relève puisse continuer à faire normalement ce qui doit être. Parce que si Martin Soba n'est plus si tant actif à Alcré, confiné dans un organe qui l'empêche de se prononcer, mais doit y avoir de la relève. Martin Soba n'est pas Alcré. Il a un membre de Alcré. Qu'est-ce que fait Alcré en dehors de Martin Soba? Qu'est-ce que fait les autres organisations en dehors de leurs leaders qui ont quitté momentanément ce secteur? C'est cette question que nous devons nous poser. Parce que si on fait une fixation sur les têtes, sur une personne, là, je crois que on gâche le débat. Aussi que cette fixation nous plombe quelque peu, voilà, et empêche notre raisonnement. Voilà, on a tendance à résumer les structures, voilà, les instances à des individus. Alors que dans toutes les communes du Bénin, Alcré a des cellules de participation citoyenne qui dérangent énormément les mairies. Animées toutes les semaines. Oui. Voilà. Et donc, ils sont actifs sur le terrain. Mais on est trop fixé sur... Et c'est pas vrai. C'est cette fixation qui a semé une sorte de doute dans je dirais, la tête du citoyen ordinaire béninois au lendemain de la retraite de certains cadres de certaines confédérations syndicales. On a tendance à croire que c'est terminé au départ de tel ou tel cadre, que c'est à croire que ce syndicat ou cette confédération est enterré parce que le ténor, le leader, le plus connu, le plus adulé est parti. Est appelé dans un organe, il est digne de démissionner de son organisation d'origine. Martin Soba est dans un organe. Est-ce qu'il a quitté son poste de président d'Alcré? Il doit pouvoir le faire et laisser Alcré fonctionner indépendamment de lui. Si les tests de la structure ne l'exigent pas. Oui, la charte des organisations civiles ne vous impose une démission que quand vous allez dans la sphère politique. 6 mois avant le départ. Je dis, pas les tests, je parle de l'individu, d'une certaine... ce sera une option pour lui. Une option personnelle. Il faut qu'on commence par aller vers là-bas. Dès que vous avez une autre mission, il faut savoir décharger, il faut savoir déléguer. C'est aussi ça. J'ai une autre mission, mais je garde l'autre. Mais si vous y allez en tant que alors là, vous n'allez quand même pas démissionner. Ouais, si vous démissionnez, vous y êtes en tant que... Parce qu'il y a ce problème-là aussi au Bénin. Parce que c'est pas moi qui parle. Parfois, on ne parle pas en tant que... Oui, mais voilà, maintenant que toi, tu ne peux pas parler. Mais tu dis, moi, parce qu'il y a ce problème. J'ai rencontré, on voulait interviewer des responsables dans ce pays où, quand ils ne sont pas envoyés, je dis, et votre adjoint? Non, je reviens. Non, je reviens. Il y a ce problème-là. On ne veut pas que son adjoint parle. On veut toujours parler. Mais si vous n'êtes pas en position, déléguez le pouvoir. Merci. Fréjus Seulan, journaliste à Diaspora FM et DNTV. Julien Oussou, coordonnateur national de WANEP Bénin. Merci pour ces bons moments d'échange, d'explication. Nous comprenons aussi aisément, à l'issue de ce débat fait croiser, que ce n'est pas un crime, cette proximité que nous avons constatée depuis quelques mois entre cette société civile et l'exécutif. Ça n'est pas un crime, c'est bien possible, cela peut même profiter à la société civile si cette proximité est bien exploitée, si, je dirais, les cadres sollicités n'en abusent pas et l'exploitent à bon escient. Julien Oussou, merci. C'est moi. Bonne journée. Merci.
Fréjus Seblan, bonne journée à vous. Merci, Continuez à faire ce que vous aimez. Merci aux téléspectateurs de DNTV, aux auditeurs de Diaspora FM.